Olivier Becht, bonjour et bienvenue. Bonjour. Nous allons parler de l'organisation de la majorité présidentielle avec vous, mais d'abord une question internationale et quelques questions nationales. L'ambassadeur de France expulsé du Mali. Le Mali où les Français sont allés en 2013 et ont laissé depuis beaucoup de morts pour protéger les habitants de l'islamisme. Faut-il accélérer le retrait de Barkhane ? Je pense que de toute manière, on ne peut plus rester de la manière dont nous sommes aujourd'hui. On voit bien que le gouvernement, qui est aujourd'hui de manière d'ailleurs illégale, putschiste, aux commandes du Mali, ne souhaite plus cette présence, en tout cas de la manière dont elle était mise en œuvre. Donc nous avions une stratégie qui était de rester autrement, de revoir le format de l'opération. Il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut plus rester dans ce statu quo. Il va falloir changer de stratégie. C'est périlleux, on l'a vu en Afghanistan avec les Américains, de se retirer dans l'ordre. La vraie question, elle est là. C'est-à-dire que si on part aujourd'hui du Mali et que d'ici 3 semaines, 1 mois, nous avons un califat djihadiste qui prend le nord du Mali, parce qu'il ne faut pas non plus être naïf. Les Russes qui sont arrivés avec les mercenaires Wagner, ils vont s'occuper essentiellement de sécuriser la zone de Bamako et celle du régime et, on va dire, consolider un certain nombre d'intérêts économiques, notamment miniers. Mais ils ne vont pas faire le job, comme on dit, de lutter contre le djihadisme. Donc on a un vrai sujet, comment sécuriser également les intérêts de l'Europe face au djihadisme pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de califat qui s'installe au Sahel, comme on en a eu un avec Daesh en Syrie. Et puis de l'autre côté, nous ne sommes pas simplement au Mali, nous sommes également dans une force internationale avec d'autres pays de la force, le G5 Sahel, la force Takuba, etc. Et donc, le retrait, s'il y en a un du Mali, ne peut se faire que négocier et en concertation avec nos partenaires pour ne pas laisser nos amis, qui sont encore nombreux dans cette zone, dans une situation qui serait intenable. En France, les dirigeants d'Orpea sont convoqués par la ministre de l'Autonomie aujourd'hui, Brigitte Bourguignon. Ils affirment dans une pleine page de pub dans la presse vouloir faire la lumière sur leurs EHPAD. On voit bien la crise qui traverse cette profession en ce moment. Est-ce qu'il faut se replier sur des EHPAD publics, comme l'ont proposé certains candidats? Vous savez, je pense qu'il faudra tirer toutes les leçons de la crise qui semble visiblement se mettre en place chez Orpea. Mais le vrai sujet aujourd'hui, c'est celui de la dépendance et des EHPAD. Moi, j'étais président... Il nous manque cette loi dépendance que vous deviez faire. Moi, j'étais président d'un conseil d'administration d'EHPAD pendant 10 ans. La réalité, c'est que la situation, elle est extrêmement difficile dans l'ensemble des EHPAD, y compris les EHPAD publics. Je ne dis pas qu'il y a de la maltraitance dans les EHPAD publics, mais je dis que le nombre... Si vous voulez, il s'est passé quoi? On a de plus en plus de personnes âgées dépendantes avec des dépendances de plus en plus lourdes, des pathologies de plus en plus lourdes. Et on a un manque de personnel criant. C'est à peu près 3 personnels soignants pour 10 résidents. Et c'est largement insuffisant pour prendre en charge aujourd'hui les pathologies que nous avons. Donc il faut réinvestir dans nos EHPAD, qu'ils soient publics ou privés. Nous avons créé la 5e branche de la sécurité sociale. Mais pas la loi dépendance. Une première depuis 1945. Il reste maintenant à faire cette grande loi dépendance et surtout à trouver le financement, parce que c'est le nerf de la guerre, le financement pour faire en sorte qu'on ait toute une génération qui puisse vieillir dans des conditions dignes, que ce soit en EHPAD pour les pathologies les plus lourdes ou à domicile pour toutes celles qui pourront être hospitalisées, entre guillemets, à domicile. Autre problème financier, l'augmentation des péages autoroutiers. Presque tous les péages, pas tous vont augmenter. Dans l'Est de la France, par exemple, chez vous, dans le Haut-Rhin, rouler, ça devient un problème entre le carburant, le prix du véhicule et les péages? Alors, on a la chance en Alsace d'avoir des autoroutes gratuites. Oui, c'est pas le cas partout. Donc, c'est pas le cas partout. Ce que je constate, c'est que sur les péages, les concessionnaires ont fait un geste en n'augmentant pas les tarifs pour tout ce qui est trajet inférieur à 50 km, ce qui est à peu près 80% des mouvements pendulaires tous les jours pour les gens qui vont au travail et qui empruntent l'autoroute. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que derrière, c'est un sujet pour nos concitoyens, à la fois le prix de l'essence, des carburants. On a mis en place le chèque inflation qui aujourd'hui a été versé à peu près à tout le monde, sauf aux retraités qui vont l'avoir ici. Mais il est déjà dévoré par la hausse des coûts. Mais quand on regarde, si vous voulez, la hausse des coûts, c'est à peu près 5 à 8 euros sur un plein. Bon, 100 euros, ça permet quand même de faire une dizaine de pleins. Donc, vous voyez que sur 2-3 mois, effectivement, pour les gens qui sont effectivement sur des mouvements pendulaires, ça peut aller très vite. Et donc, il faudra peut-être s'interroger dans les prochains mois de voir comment est-ce qu'on arrive à compenser à nouveau cette hausse des coûts carburants pour toutes les personnes qui ont notamment besoin de se déplacer
tous les jours. Je pense notamment aux professionnels et aux gens qui sont en milieu rural, qui ont des contraintes plus fortes que les personnes qui sont en zone urbaine. Parlons campagne présidentielle. Emmanuel Macron se rend dans le Pas-de-Calais demain. Est-ce que vous souhaitez qu'il se déclare sur place candidat à un second mandat ? Alors moi je souhaite bien sûr qu'il se déclare, il ne se déclarera probablement pas demain, je n'en sais rien, mais en tout cas ce que je souhaite c'est qu'il puisse le faire au moment le plus opportun possible, sachant que dans les crises actuelles, vous avez parlé du Mali, il y a également l'Ukraine, il a besoin encore un maximum de temps d'endosser les habits du président de la République. Oui, mais ça ne s'arrête jamais, voilà. Les crises, il faudra bien être candidat un jour. Et donc, il a jusqu'au 4 mars pour l'être. Il choisira le timing qui sera le plus opportun pour lui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Le président sera vraisemblablement candidat. Et donc, il le fera au moment qui sera, on va dire, le plus opportun, à la fois sur la scène internationale, mais aussi sur la scène européenne. Il exerce aujourd'hui la présidence française de l'Union européenne. Il y a aussi la scène épidémique. Il attend peut-être aussi de lever les contraintes. Demain, il y a des levées de contraintes. Le 16 février, il y en a d'autres. C'est important, ça, dans l'esprit des gens ? Moi, je pense que ce qui est important pour les gens, c'est de savoir ce que le président de la République va proposer demain comme nouveau chemin dans cette reconstruction du pays après crise. La réinvention d'un nouveau modèle économique, social, environnemental, c'est, je pense, ce qu'attendent nos concitoyens. Je ne pense pas que les concitoyens se disent aujourd'hui, on attend finalement de ne plus être obligé de porter le masque ou de ne plus télétravailler. Ils veulent voir plus loin. Vous avez été, je crois, son condisciple à l'ENA. Tout à fait. Est-ce qu'il avait déjà ce que les Français lui reprochent aujourd'hui ? C'est un petit complexe de supériorité, pour rester poli. Non, c'est quelqu'un de brillant, donc qui forcément se détache des autres. Et ça peut agacer. Mais alors ça peut évidemment en agacer certains. En même temps, je pense que c'est un atout incroyable pour le pays d'avoir une personne de sa qualité à la tête aujourd'hui de l'État. Des journalistes sous protection, des menaces de mort après un reportage de M6 sur le communautarisme islamique à Roubaix. Est-ce que ça pourrait arriver à Mulhouse, tiens, où on voit aussi qu'il y a un islam parfois politique qui se développe ? Mais bien sûr, on sait très bien qu'on a aujourd'hui un problème avec l'islamisme radical en France. Nous avons mis en place une première loi qui a réformé la loi de 1905 sur les relations entre l'État et les cultes pour lutter davantage contre ce communautarisme et ce séparatisme. La loi sur les principes républicains ? Tout à fait, la loi sur les principes républicains. Je pense que nous devons aujourd'hui encore renforcer les outils. Je pense notamment à la question de la formation des ministres du culte et du contrôle des lieux de culte. On a un combat, on a, je pense, 30 ans de retard dans ce combat, et donc il faut redoubler aujourd'hui d'efficacité avec des outils nouveaux. On ne peut pas tolérer en République que, au nom de la religion, des personnes essayent d'imposer des principes à d'autres citoyens. Le modèle concordataire tel qu'on le vit dans l'Est de la France, c'est-à-dire une sorte d'alliance entre l'État et les religions pour co-gérer, est-ce que ça serait une solution pour l'islam de France ? Alors, je pense qu'on peut s'inspirer d'un certain nombre de principes du concordat. Vous voyez, moi j'étais maire pendant 10 ans. Un jour, j'ai les salafistes qui sont venus dans mon bureau et qui ont dit « on va faire un putsch à la mosquée, chez vous ». Bon, eh ben il se trouve que, non pas en raison du concordat, mais parce qu'on a appliqué quelque part de facto le concordat à l'islam dans notre commune, eh bien nous étions propriétaires de la mosquée. J'avais les clés de la mosquée dans mon bureau. Et donc j'ai dit aux salafistes, j'ai dit si vous faites votre putsch chez nous, eh bien je ferme la mosquée. Ça veut dire que le contrôle des lieux de culte, comme le contrôle de la formation des ministres du culte, ce sont des outils puissants qui permettent aux collectivités de maîtriser, si vous voulez, quelque part, et c'était l'esprit du concordat. Napoléon n'a pas fait des cadeaux au culte. Napoléon, en réalité, a mis en place un outil de contrôle des cultes. Et je pense que c'est malheureusement ce qu'il faut que l'on fasse aujourd'hui. Mais vous savez bien qu'au nom du principe d'égalité, ce qu'on est obligé de faire pour un culte, on est obligé de le faire pour les autres. Et donc, ça veut dire qu'il faut le même système pour l'ensemble des cultes. Je pense qu'on ne peut pas caler aujourd'hui, concrètement, la formule du concordat sur le reste de la France, mais on peut s'inspirer d'un certain nombre d'outils pour compléter encore la loi de 1905. Et moi, j'y suis particulièrement favorable. Sur le même front, quelque part, Emmanuel Macron reçoit des associations engagées dans la défense des chrétiens d'Orient aujourd'hui. Là aussi, il s'agit de résister à un islamisme persécuteur. Oui, c'est l'honneur de la France d'avoir toujours été, en fait, les protecteurs des chrétiens
chrétiens d'Orient. On a aujourd'hui un énorme combat. On sait très bien que à travers les guerres qu'on a eues en Syrie, en Irak, avec Daesh notamment, les chrétiens d'Orient ont été les premiers à être persécutés, à être massacrés. On a encore 6 à 8 millions de Coptes en Égypte qui sont également dans une situation souvent très difficile. Et donc le président de la République a décidé, pas simplement depuis quelques semaines, mais depuis le début de son quinquennat, de mettre en œuvre des actions. Mais là, il insiste, parce qu'il y a la pression quand même. Pécresse, Zemmour. Si vous voulez, il s'agit d'abord de faire en sorte qu'on puisse avoir une action au niveau de l'éducation sur les écoles, notamment francophones, pour les chrétiens d'Orient. Et puis on a également une grosse action sur le patrimoine pour reconstruire notamment les églises qui ont été détruites et entretenir ce patrimoine des chrétiens d'Orient. Dans la majorité présidentielle, Agir n'a pas pu fusionner avec Horizon, le mouvement d'Édouard Philippe, car le président s'y est opposé en janvier. Est-ce que c'est pour bientôt ? On verra après les élections présidentielles. C'est pour les législatives, alors. On verra après les élections présidentielles comment est-ce que la majorité se restructure. Si vous voulez, aujourd'hui on appartient à la même famille. Nous sommes dans la maison commune qui s'appelle Ensemble Citoyen. Mais ça se dispute quand même. Tout le monde est un peu à cran. Non, pas du tout. Très sincèrement, si vous voulez, le fait d'être dans une même famille, le fait d'être dans une même maison, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on dort dans la même chambre. Donc aujourd'hui, l'important c'est d'être réunis dans cette maison commune et de travailler ensemble à la réélection du président de la République. Ce qui se passera après les élections présidentielles, c'est-à-dire savoir comment est-ce que les différents partenaires pèseront dans la future majorité. Il faudra le voir après l'élection présidentielle. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Si vous voulez commencer à se disputer pour savoir qui pèsera le plus dans la future majorité législative. Ça n'a aucun sens si on n'a pas d'abord gagné la présidentielle. Et il se trouve que les électeurs de droite et de centre-droit fidèles au président Macron pourraient être tentés d'aller voir chez Pécresse. Moi, je ne le pense pas. Je pense que les électeurs de droite et de centre-droit ont bien compris qu'aujourd'hui, le sens du progrès, mais aussi la volonté d'être ferme sur le régalien, on parlait à l'instant de la lutte contre l'islamisme radical, ça avait été mis en place par cette majorité avec le président de la République, et que finalement, Valérie Pécresse, elle est prisonnière, si vous voulez, de ce qui reste des LR, c'est-à-dire de cette branche la plus droitière avec Monsieur Ciotti, voilà, qui finalement est plus proche de Monsieur Zemmour que d'Édouard Philippe ou de ce qu'étaient autrefois les Républicains sous Jacques Chirac. Olivier Beige, merci, bonne journée. Mais je vous en prie.